qu'on a dans le parcours, c'est qu'une personne puisse accéder avant tout aux droits communs. Ça forcément amène la personne à se dire « Ah, ben moi aussi je peux accéder à l'école. Ah, moi aussi je peux accéder à un logement. Ah, moi aussi je peux accéder à un travail comme mon frère, ma sœur, mon père, ma mère dans une entreprise. » Et donc effectivement, ça nous amène à faire évoluer nos services pour qu'on puisse être maximum adossé à ces services de droit commun. Rendez-vous avec Richard Capmartin, la rencontre des décideurs, cadres et managers de l'écosystème de la santé. Bonjour à tous. Avant toute chose, je tiens à vous exprimer ma gratitude pour vos retours positifs concernant les 2 premiers podcasts qui ont été très précieux pour moi. Alors pour continuer cette série, je suis très heureux d'être accueilli au sein de la Fondation Hélène Poidas dans 77 par mon invité, Monsieur Jody Surier, directeur des opérations et de l'offre de services au sein de la Fondation. Bonjour Jody et merci de me recevoir. Bonjour Richard, merci à vous. Alors je dis qu'on pourrait peut-être déjà attaquer par ce que vous nous parliez de la Fondation. Oui, alors la Fondation Hélène Poidas accompagne 2300 personnes en situation de handicap à travers 30 établissements, centres et services, dispositifs et plateformes en Ile-de-France. Donc la particularité de la Fondation, c'est qu'elle porte à la fois des structures d'établissements d'accueil du jeune enfant, des établissements médico-sociaux, sanitaires et un pôle recherche et innovation. Plutôt handicap enfant que... Alors, sur les 2300 personnes accompagnées, il y a 2000 enfants et 300 adultes. Donc une offre qui est tournée pour le moment essentiellement autour de l'enfance. D'accord, ok. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le secteur, je voulais vous recevoir parce que le secteur du handicap connaît d'importants changements dans la transformation de son offre. Cela implique la nécessité aujourd'hui de réfléchir à la manière dont ces changements sont gérés et conduits, tout en se concentrant sur les besoins spécifiques des usagers qui semblent différer des attentes, si j'ai bien compris. Alors avant d'aborder ce sujet aujourd'hui, permettez-moi de vous présenter auprès des gens qui nous écoutent. Vous avez débuté en tant qu'éducateur spécialisé avant de progresser rapidement vers un poste de responsable socio-éducatif, de directeur d'un hôpital de jour, puis d'un établissement dans le handicap mental et psychique. À la suite de nombreux projets réussis et de l'obtention de votre master, vous êtes promu à la direction d'un pôle de 5 établissements. Au sein de ce pôle, vous introduisez une nouvelle organisation, de nouveaux projets en mettant l'accent sur l'autodétermination des usagers dont on parlera, avec une démarche visant à renforcer leur capacité d'agir et à favoriser l'inclusion sociale. Vous élaborez un outil d'évaluation des besoins des personnes adapté au DALE, et vous œuvrez pour légitimer ce nouveau mode d'accompagnement, notamment en collaborant avec des enseignes de la grande distribution autour d'expérimentations professionnelles. En collaboration avec l'ARS, vous dirigez une réflexion sur un projet territorial de santé mentale et vous conduisez des changements majeurs dont la mise en place de plateformes visant à améliorer la transition des parcours d'enfants à adultes. Alors, je vous vois sourire, donc vous êtes impressionné de ce que je suis en train de dire. Oui, de vous. disons, je vais dire OK. Et sur le terrain, vous accompagnez ces changements de manière opérationnelle en tenant compte de la complexité administrative, en se concentrant sur les besoins des usagers et l'accompagnement des professionnels dans leur pratique. En 2021, vous rejoignez l'équipe de Sébastien Potasso-Chaduto au sein de la Fondation Hélène Poidas. Et à travers ce résumé de votre parcours, je pense que les personnes qui nous écoutent comprendront que vous étiez la personne idéale à inviter pour discuter de la transformation de l'offre. Merci, Richard. Alors je dis, pouvez-vous nous expliquer aux personnes qui ne sont pas familières au secteur, qu'est-ce que l'on entend par offre de service ? Alors, ça va être une réponse sur plusieurs étapes. L'offre de service, c'est de pouvoir effectivement proposer aux personnes qui présentent des besoins spécifiques des réponses qui répondent à véritablement des aspirations, qui les accompagnent autour de leur parcours de vie. Et donc, c'est avant tout être en capacité d'écouter leurs attentes, d'écouter leurs habitudes de vie, leurs aspirations et de les accompagner pour qu'elles puissent renforcer leur pouvoir d'agir au quotidien et qu'elles puissent accéder à une vie citoyenne comme tout à chacun.
Oui. Est-ce que c'est aussi les établissements, l'offre de services? Oui. Alors effectivement, derrière, ce sont des établissements, des centres, des services. Aujourd'hui, de plus en plus, et jusqu'en 2030, ça va être notre travail, ça va être des plateformes de services. Et donc tout cela, c'est de pouvoir réfléchir à effectivement avoir des organisations les plus fluides pour pouvoir s'adapter aux besoins qui sont évoluants des personnes. Voilà. Alors si je comprends bien, un service, pour quelqu'un qui ne comprend pas bien, ça peut être un atelier protégé, une maison d'accueil spécialisée, voilà, c'est ça ? Des foyers d'accueil médicalisé, enfin aujourd'hui on parle d'établissements d'accueil médicalisé, des établissements pour l'hébergement, des services qui accompagnent dans la vie sociale les enfants et les adultes en situation de handicap. Alors c'est vrai que la particularité de notre secteur, et ça c'est historique, depuis 1975, c'est structuré dans des modèles très silotés, avec des établissements, des services qui disposent d'autorisation, qui disposent d'une modalité d'accompagnement particulière, avec des attendus et des missions qui sont très circonscrites. Voilà. Et qui sont en direction d'enfants ou adultes avec une typologie de handicap. On sait bien qu'aujourd'hui, le spectre est bien élargi autour de la question du handicap, et donc nos structures doivent pouvoir accueillir effectivement des personnes qui présentent des particularités qui peuvent être beaucoup plus vastes, et avec donc une offre qui doit également s'ouvrir et s'adapter par rapport à ces particularités. Donc on a aujourd'hui des modèles qui, dans l'offre de services, sont encore très silotés, du fait de ces autorisations et cette construction du secteur. Et c'est ça qu'il s'agit aujourd'hui, sur lesquels on doit agir collectivement, c'est de pouvoir avoir des modèles beaucoup plus souples dans un univers qui, comme vous l'avez dit en introduction, est assez contraint par ces autorisations qui ne sont pas encore très propices à cette notion d'ouverture. Alors si je comprends bien, je dis effectivement c'est tout l'enjeu, donc des établissements plutôt cloisonnés, c'est ça ? Oui. Et l'idée de demain, ou d'aujourd'hui, pardon, c'est de travailler sur la notion de parcours. Tout à fait. Ce que vous me dites. Alors en quoi l'offre elle est plus adaptée aujourd'hui ? Est-ce dû aux évolutions de la société, voire des technologies ? En quoi cette offre n'est plus adaptée ? Finalement, elle a toujours fonctionné. Ouais, et à la fois, on va se dire qu'il y a une loi qui était importante et majeure dans notre secteur, la loi de 2005, qui renforce le droit des personnes en situation de handicap et qui parle avant tout d'une vie citoyenne, en fait. Et la vie citoyenne, je crois qu'on a eu besoin de comprendre qu'on doit avant tout être dans une pleine écoute des aspirations de la personne avant de parler de l'environnement dans lequel elle évolue en proximité. Et donc c'est de pouvoir effectivement l'accompagner à pouvoir ouvrir les possibles. Et donc ce qui change, c'est qu'aujourd'hui l'idée qu'on a dans le parcours, c'est qu'une personne puisse accéder avant tout au droit commun. Et donc accéder au droit commun, ça lui ouvre un panel de possibles dans son parcours qui va bien au-delà d'une logique de service et d'établissement spécialisé. Donc ça a toujours été, sauf que là aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est que c'est avant tout le droit commun. Donc ça forcément amène la personne à se dire « Ah, ben moi aussi je peux accéder à l'école. Ah, moi aussi je peux accéder à un logement. Ah, moi aussi je peux accéder à un travail comme mon frère, ma sœur, mon père, ma mère dans une entreprise. » Et donc effectivement, ça nous amène à faire évoluer nos services pour qu'on puisse être maximum adossé à ces services de droit commun. Alors c'est vrai que dans le terme de société, on fait référence à des ensembles d'interactions et de relations entre les individus, et donc c'est ce qui manquerait, c'est ça aujourd'hui, pour les personnes en situation de handicap ? C'est sur l'extérieur, je veux dire. En tout cas, c'est effectivement peut-être ce qui manque, c'est d'ouvrir considérablement les possibles avec effectivement favoriser ces interactions, ces rencontres. C'est de faire effectivement en sorte que les personnes puissent évoluer dans ces espaces où tout le monde vit ensemble et donner les moyens pour que les personnes puissent effectivement bénéficier d'un accompagnement qui réponde à leurs besoins dans ces environnements dits naturels, dans ces environnements du milieu dit ordinaire. Alors je sais pas, si je vous parle ça me fait référence là, en ce que vous me dites,
aux besoins de Maslow. Vous savez, c'est cette théorie psychologique qui identifie 5 niveaux de besoins fondamentaux chez les individus. Alors, je les recite. Il y a les besoins physiologiques tels que la faim, la soif, le sommeil, les besoins de sécurité comme la sécurité physique, l'emploi, les ressources, les besoins d'appartenance et d'amour qui comprennent l'amour, l'amitié et l'appartenance à un groupe, les besoins d'estime tels que l'estime de soi, qui est un sujet aujourd'hui chez beaucoup, la reconnaissance, le respect et le besoin de réalisation de soi. Alors, selon Maslow, ces besoins hiérarchiques sont universels et influencent le comportement humain. Donc, si je comprends bien, je vous dis ce que vous venez de me dire, c'est qu'en fin de compte, cette offre, cette évolution de l'offre, doit se concentrer sur les besoins d'appartenance, d'estime, de réalisation de soi, qui seraient donc les paliers 3, 4 et 5, qui sont affectés par les interactions sociales, l'adaptation et la reconnaissance de la société, ainsi que la possibilité de réaliser son potentiel malgré le handicap. Est-ce que j'ai bien compris ? Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de participation sociale en fait. Et d'ailleurs, au Canada, pour mesurer la situation de handicap, on mesure le niveau de participation sociale. Une personne, plus elle a un niveau de participation sociale bas, plus on va considérer qu'elle est en situation de handicap. Ça va d'ailleurs sur des modèles tels que le processus de production du handicap qui vise à se dire que finalement la situation de handicap, elle naît de l'interaction entre les habitudes de vie de la personne, les aspirations sociales, et puis le croiser avec ses facteurs personnels, ses incapacités, mais ses capacités également, et puis corrélé à l'impact de l'environnement. Est-ce que dans l'environnement, on a des obstacles, des facilitateurs ? Et en fait, c'est l'interaction de ces 3 dimensions qui peuvent créer la situation de handicap. Si, autrement dit, j'agis à une pleine écoute de ce qui est important pour la personne, et qu'on va aller chercher avec elle et son entourage tous les ensembles de ces facteurs personnels qui permettent de se centrer sur leurs compétences, les capacités, de regarder aussi les difficultés particulières, et que face à ces difficultés particulières, on va travailler pour le développement de leurs compétences, de leurs capacités, mais qu'on va aller travailler aussi avec l'environnement sur des facilitateurs, qu'ils soient des facilitateurs humains, que nous sommes, ou des facilitateurs de type technique, eh bien, on va contribuer à adapter tout un environnement qui permette à la personne de répondre à ses aspirations. Mais c'est génialissime. Mais alors, cette grille, elle est au niveau de l'intégration de la personne ou c'est tout au long de son parcours d'accompagnement C'est tout au long de son parcours parce que ça va dépendre aussi de là où elle évolue, de son âge, de là où elle en est, tout simplement, comme tout à chacun. Et donc, l'important, c'est de commencer dès le début du parcours de sa vie. Et donc, plus on va commencer avec le jeune enfant et sa famille à véritablement écouter ce qui est important pour eux, plus on va aller agir sur leurs facteurs personnels, plus on va aller agir sur l'environnement. Et l'environnement, il y a l'environnement micro, vraiment très proximité, l'environnement mezzo, un peu dans la communauté, etc. Et puis le macro, au niveau plutôt de nos politiques publiques et de l'environnement plus global, national, par exemple. Ok, et ça, pourquoi est-ce qu'on ne le mettrait pas en place dans nos structures ? Au fond, les modèles d'accompagnement qui visent l'accompagnement notamment à l'autodétermination, à faire en sorte qu'on parte d'abord de ce qui est important pour les personnes. L'autodétermination, on se disait, on parle souvent avec les collègues, c'est un mot qui aujourd'hui est devenu effectivement vraiment à la mode, oui, on l'entend partout, mais avant tout, il faut se recentrer sur ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement être au plus proche de ce qui est important pour la personne, être au plus proche de la capacité à ce qu'elle puisse faire de véritables choix personnels. Des choix, c'est donc dans un univers qui n'est pas contraint ou avec un minimum d'influence. Et donc les personnes en situation de handicap, parfois, évoluent dans un système qui forcément influence leurs choix, parfois le restreignent. Et donc l'idée de cet accompagnement à l'autodétermination, ça va être de pouvoir véritablement les écouter en ouvrant les possibles, en ouvrant considérablement le spectre de leur environnement. Et donc effectivement, quand on part de ce qui est important, on va aller chercher, une fois que c'est important, une considération avec la personne, sa famille, de comment on va pouvoir agir pour qu'elle puisse arriver à ce que ses aspirations, ses choix deviennent une réalité. En même temps, je dis, il y a la notion quand même de projet individualisé. Comment on... l'idée, c'est que ce projet individualisé s'incarne véritablement dans
des véritables choix de la personne. Et je dis ça... Vous pouvez redire ce que c'est, peut-être pour les gens qui ne savent pas. Alors, avant tout, je ne vais pas reprendre peut-être la loi, etc., mais ça vient de la loi de 2002. Déjà, c'est une obligation normalement dans le secteur, mais avant tout, on va parler, au lieu de parler de l'obligation, on va parler de ce qu'est cet outil. Cet outil, c'est de pouvoir partir effectivement des attentes de la personne et de dresser un parcours et un plan d'accompagnement avec elle qui tiennent compte de ce qui est important pour elle et qui tiennent compte donc de ses besoins pour aller mettre en place des prestations qui vont l'aider dans son parcours. Alors, c'est donc un outil. Cet outil, il a bien souvent été structuré comme un des outils de la loi de 2002 dans nos services comme quelque chose de l'ordre d'une formalisation à entreprendre. Là, quand on parle de l'accompagnement à l'autodétermination, c'est avant tout un outil qui permet le développement de la personne. C'est un outil de coaching, ça vous connaissez bien ça, Richard? Oui, ça me parle. Et donc, voilà. Non, mais c'est... alors, je reviens à la notion de... Alors, on aborde plein de sujets, je vois plein de questions qui m'arrivent dans la tête. Il va falloir essayer que je me centralise. Mais quand vous avez parlé tout à l'heure de droit commun, et du coup, je pense à quelque chose. Est-ce que vous vouliez dire aussi par rapport aux enfants, le droit à la formation? C'est vrai que parfois, on propose toujours les mêmes formations. On n'ouvre pas des champs des possibles. Oui. Est-ce que c'est ça aussi c'est tout à fait ça. C'est d'abord le droit à la scolarisation. Okay. C'est même avant la formation. C'est le droit aussi à l'accueil à la crèche. À pouvoir trouver une assistante maternelle qui n'a pas peur de m'accompagner parce que j'ai une difficulté particulière. Donc c'est agir au plus tôt pour faire que la difficulté particulière, la personne qui peut m'accompagner la comprenne, qu'elle puisse elle-même être aidée pour pouvoir parfois gérer certaines situations qui peuvent être un peu particulières, effectivement, qui demandent à comprendre et à adapter. Et ça, dès le plus jeune âge. Donc c'est vrai que, par exemple, dans notre offre de service, on a travaillé dès 2021 et un déploiement assez important en 2022 et 2023 autour d'un pôle ressources handicap. À la Fondation, ce sont des professionnels du médico-social qui viennent pour écouter les aspirations des familles, des jeunes, et qui viennent trouver dans le droit commun des réponses qui vont être adaptées avec les professionnels du droit commun. Et donc ça va être par exemple de sensibiliser la crèche de proximité du lieu de vie de l'enfant et de la famille à pouvoir accueillir l'enfant en comprenant toutes les particularités de la notion de handicap. Et puis ça va être ce pôle ressources handicap, se dire que ces professionnels du médico-social, ils vont venir transférer des compétences particulières qui sont adaptables dans ces espaces du droit commun, adaptables pour que l'enfant puisse s'épanouir et être dans un processus d'inclusion de qualité et réussi. Et là, on voit que ce pôle ressources handicap est venu agir à la fois sur des partenaires du droit commun, sur les communes, sur les crèches, sur des assistantes maternelles, sur des centres périscolaires, etc. Mais est venu aussi agir sur nos propres offres de services, sur nos propres professionnels qui s'aperçoivent de la réalité de la vie du droit commun aussi, où c'est pas toujours les mêmes taux d'accompagnement, c'est pas toujours les mêmes environnements. Et donc, à mieux comprendre aussi comment pourrait être notre job, non plus dans des murs, mais peut-être dans l'adossement à des espaces et des services de droit commun. Droit commun, vous avez d'autres exemples? Oui, alors clair, ça va être l'école. Ok, l'école. Ça va être la formation, vous en avez parlé, les centres de formation, ça va être les universités, ça va être l'emploi, le travail, et ça va être également le logement. Alors on va en parler, mais avant de parler du logement, effectivement... Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier en matière de transformation? Parce que vous m'en parlez vraiment avec une belle énergie. C'est de jouer un rôle de catalyseur du changement? Bravo. Alors là, c'est tout à fait ça. C'est de pouvoir être un vecteur. C'est-à-dire que pour avoir vécu dans l'accompagnement de proximité avec les personnes, pour avoir vécu le fait que parfois elles avaient des choix trop contraints, et ça, c'est ce qui m'a guidé dès le début de mon parcours, c'est de se dire, tiens, comment faire pour transformer nos organisations, transformer nos modèles d'accompagnement pour faire en sorte que la personne puisse véritablement choisir les axes de sa vie. Et donc, effectivement,
c'est ça qui m'anime. C'est à tous les niveaux, depuis que j'ai été éducateur spécialisé, puis après responsable d'équipe, etc. C'est avant tout de garder ce sens de pouvoir accompagner la personne à ouvrir ses possibles. Et donc ça veut dire qu'après, plus on évolue dans des organisations, plus on a des fonctions élargies, plus on va être dans des optiques plus macro, c'est vrai, un peu moins aux opérationnels. Pour autant, notre fil rouge, ça va être d'ouvrir ses possibles auprès des personnes. Donc d'agir après sur des projets, sur les organisations, pour faire en sorte qu'elles se transforment dans des modèles beaucoup plus souples, agiles, ouverts, transversales, et qui intègrent véritablement la vraie vie. Et donc c'est vrai que la vraie vie, c'est le milieu dans lequel on vit tous. Alors vous, c'est rigolo, j'aurais dû vous inviter dans mon premier podcast avec Yann Valeur de Langage et Intégration, parce que vous êtes aussi dans le même discours, le plaidoyer et l'engagement. On sent que c'est quelque chose qui vous tient, et du coup, vous auriez pu vous entendre tous les deux. Alors, dans la notion d'inclusion, il y a des projets d'appartements en ville, mais quid des foyers d'hébergement ? C'est vrai que quand vous me posez cette question, ça me renvoie tout de suite à... on est en train de réfléchir à des projets d'évolution de personnes qui aujourd'hui vivent en établissement, parfois en établissement d'accueil médicalisé, qui sont des établissements où les personnes peuvent avoir des besoins importants d'accompagnement, à la fois dans la vie quotidienne, mais aussi au niveau des soins. Et au fond, quand on les questionne sur leurs aspirations, sans les questionner précisément sur certaines activités de la vie quotidienne ou certaines participation sociale, rôle de participation sociale, on peut avoir des réponses qui sont un peu standardisées. C'est-à-dire, quel est votre projet ? Moi, j'ai envie d'aller dans l'activité de l'établissement, ou au mieux, de participer à l'association de la danse du coin. Par contre, quand on va les questionner autour de leurs aspirations, mais en donnant des exemples autour de « est-ce que vivre dans un logement, ça serait important pour vous ?» Eh bien, pas souvent, on a des personnes qui s'arrêtent et qui n'imaginent pas. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire un logement, c'est de pouvoir vivre à l'extérieur, dans son propre appartement, qu'on choisit, etc. Et là, la personne, elle vous regarde des yeux et bien souvent, elle vous dit « Mais ce serait possible, ça ?» Incroyable. Et donc là, on parle avec... Je simplifie un peu mon propos, parce que parfois, les personnes, on doit adapter notre langue, nos moyens de communication, etc. Mais on a des exemples où de personnes, notamment, qui ont des troubles psychiques et qui, en fait, dès lors qu'on pose la question, très clairement nous disent « Mais oui, j'aimerais faire comme ma sœur, elle vient de s'installer, elle a fini ses études, elle a un petit appartement, d'ailleurs, avec son copain, etc. » Et donc, tout de suite, ça ouvre le possible, ne serait-ce qu'en sachant ce qui est important pour la personne. Et dans ces exemples-là, je me souviens d'un établissement d'accueil médicalisé sur lequel on a travaillé autour justement de la question de l'autodétermination et sur la question de comment accompagner notamment les projets d'individuels pour qu'ils soient de vrais projets qui émanent des souhaits de la personne. Et on s'est aperçu qu'en les questionnant autour de cette spectre du logement, de vivre de manière autonome, plus de 60% d'entre elles ont exprimé un souhait d'aller vers un logement. Et donc la question, c'est pas de se dire en fait oui, mais il y a une incapacité, il y a des difficultés, etc. Mais c'est de se dire comment y aller ensemble, comment l'accompagner dans ce processus d'aller vers. Et donc là, ça veut dire des étapes. Des étapes, ça veut dire peut-être dans un premier temps de travailler sur des activités qui lui permettent de prendre sens dans le cadre de ce projet, sur développer son autonomie. Comment se faire à manger soi-même, comment ouvrir une boîte de conserve, comment la chauffer, vous voyez, des choses très claires et très simples. Et puis après, de se dire, on évolue sur d'autres étapes. Et les autres étapes, ça peut être aussi tout simplement s'essayer, expérimenter. Et donc c'est là où on a évolué vers des modèles, où on a prévu par exemple des appartements qui permettent aux personnes de s'expérimenter pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, et en corrélant des aides qui lui permettent d'évoluer dans ces espaces. Donc c'est par exemple un appartement d'expérimentation et d'entraînement. Et puis une fois qu'on a cette expérimentation, la personne elle va vous dire qu'est-ce qu'elle en a, comment elle l'a vécu, quels seraient ses besoins pour aller continuer dans son chemin, pour aller vers un projet qui serait d'avoir son propre logement.
C'est là qu'on a été jusqu'à des modèles, je vais faire vite, mais c'est jusqu'à des modèles où on peut avoir la personne qui va effectivement choisir un logement, qui va avoir ce logement avec par exemple un accompagnement qui est un accompagnement avec des prestations intensives d'accompagnement en établissement d'accueil médicalisé, mais qui va pouvoir au fur et à mesure du développement de ses compétences avoir un accompagnement qui commence à s'estomper et potentiellement, eh bien, si on construit des modèles avec par exemple des baux glissants, ben, on pourrait très bien avoir cette place, avec beaucoup de guillemets, la place d'établissement d'accueil médicalisé qui était en appartement, qui s'efface et qui fait glisser le bail au nom de la personne, et la personne reste dans son environnement, mais on va rechercher un accompagnement qui va lui permettre de continuer dans son droit commun, dans son logement à elle. Et donc c'est cette idée de se dire, vous voyez dans cet exemple, l'offre, elle s'adapte à ce qui est important pour la personne. L'intensité de l'accompagnement s'adapte au fur et à mesure de ses besoins, et puis on va aller chercher une continuité où ce n'est plus la personne qui part du système, voilà, mais c'est le système qui s'adapte autour d'elle pour qu'elle puisse évoluer. Voilà. Alors quand j'entends ça, c'est hyper emballant, enfin c'est génial, en tout cas ce qui est en train de se mettre en place, mais encore une fois, mais les gestionnaires d'établissements, les associations qui ont aujourd'hui des structures, justement ces foyers aujourd'hui, enfin ces établissements de soins, d'accompagnement, comment ils voient ça parce que c'est quand même des coûts supplémentaires d'achat d'appartements, où il y a des enjeux financiers quand même autour de ça, alors que le secteur est hyper contraint, donc comment on voit ça en tant que gestionnaire d'une association ? Bah, vous voyez, c'est un peu comme le projet individuel. On va déjà se dire qu'est-ce qui est important pour les personnes. Donc, on va avant tout se réfléchir à la contrainte. On va ouvrir le possible en se disant de quoi on a besoin. Et puis, à partir de là, une fois qu'on a dessiné le besoin, on va aller chercher à convaincre comment faire. Et donc là, on va travailler en partenariat avec nos collègues des autorités, de l'ARS, parfois des politiques, etc., pour pouvoir se dire, mais voilà ce qu'il faudrait qu'on bouge. Parce que la réalité dans ces évolutions, c'est qu'on est bien souvent effectivement restreint par des autorisations, par un carcan administratif qu'il convient de faire bouger. Alors les organismes gestionnaires, leur job aujourd'hui, ça va être de faire bouger les lignes avec les autorités pour avoir des modèles qui puissent véritablement s'adapter. Alors on a des grandes lois quand même qui évoluent aujourd'hui, on a effectivement des politiques qui sont de plus en plus ancrées vers le parcours des personnes. Maintenant, il y a une réalité dans la vie, c'est qu'il y a parfois un décalage entre l'intention politique et puis la réalité administrative et quotidienne du carcan. Donc c'est vrai qu'il faut un peu tenir pied, il faut garder le cap. Il faut garder le sens de tout cela, c'est-à-dire revenir, moi ça me parle quand je reviens sur justement mes expériences en tant qu'accompagnant, me rappeler de ces exemples qui reviennent en se disant tiens, il y a une conviction, c'est qu'on a les capacités aussi de transformer et d'agir sur ces modèles en convainquant, en trouvant la petite fenêtre qui nous permet de rendre plus agiles nos organisations alors même que nos carcans sont encore présents. Et donc oui, ça peut coûter plus cher. Parfois, les transformations, elles permettent aussi d'accueillir des personnes qui ont des besoins très très importants dans nos établissements et de pouvoir permettre aussi à ceux qui étaient en établissement de pouvoir être accompagnés différemment à l'extérieur. Donc il y a aussi cette réalité-là. Oui, parce qu'on manque de place aussi pour accueillir. Voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot place, on ne l'aime plus dans le secteur et ça y est. Merci de me reprendre. Non, mais la réalité, c'est qu'en fait, les autorisations, elles reposent sur des places. Donc vous avez raison, on parle de place. Mais en réalité, aujourd'hui, on le voit bien, par exemple, dans l'appel à manifestation d'intérêt qui est sorti dans le cadre du plan inclusif là en Ile-de-France, on parle de solutions. Alors, c'est vrai que parler de solutions, c'est avant tout de parler de réponses qui permettent aux personnes d'évoluer dans leur parcours. Mais là où vous avez raison, c'est que ces solutions, pour l'instant, elles sont encore retranscrites quand même dans une logique d'autorisation et de place. Donc voilà, vous voyez, il faut qu'on arrive à composer avec le paradoxe quand même en ce moment. Et ça, c'est un art d'arriver à avoir le pied un peu en l'air, de pouvoir avancer, et puis dans ce contexte-là, voilà. On peut le comprendre à travers ce que vous me dites. Alors du coup, c'est pas la fin des foyers d'accueil médicalisés, c'est pas la fin... c'est le début d'autre chose, de quelque chose qui évolue, mais c'est pas la fin complètement de ces modèles-là. Il y a des personnes qui ont des besoins très importants. Après, ces modèles, ils doivent aussi évoluer. Je pense qu'on a des établissements aujourd'hui qui étaient des mastodons avec beaucoup de personnes vivant dans un même lieu, et aujourd'hui les personnes elles l'expriment. Alors elles l'expriment soit très clairement par
voilà, par un moyen de communication, soit parfois voilà, des troubles du comportement, etc. Ces lieux où le collectif est très très fort, on sait qu'on doit agir là-dessus. Donc voilà, c'est pas la fin, mais c'est aussi le début d'une autre chose, et parfois c'est aussi quand même une nécessité de faire évoluer ces structures avec quelque chose de plus agile, plus en proximité avec la vie d'une personne qui se vit avec beaucoup d'individualisation. Voilà. Alors je dis merci, mais comment concilier le fait de vivre de manière autonome, intégrée en ville, avec le soutien et l'apport de professionnels des foyers d'hébergement? Enfin, comment on peut concilier ça, oui. Mais c'est là où on doit innover, c'est là où on doit en penser avec nos professionnels. C'est là où effectivement donner le pouvoir d'agir aux personnes, c'est aussi donner le pouvoir d'agir aux professionnels, de penser ses parcours. C'est aussi donner les moyens. Vous disiez, ça peut coûter, parfois ça peut coûter plus cher aussi, c'est vrai. Donc c'est aussi de défendre ces projets qui ne sont pas des projets au rabais, mais parfois qui nécessitent un accompagnement intensif et de se donner les moyens pour. Donc c'est de partir vraiment, encore une fois, des besoins des personnes, aller agir avec elles pour ce qui est important, ensuite travailler avec les professionnels sur comment adapter l'environnement et de dessiner les prestations à partir de là, et puis après dessiner le modèle en fonction. Donc ça veut dire aussi, si je me trompe, créer des services de soutien à la vie autonome, c'est ça? Je ne sais pas où... Les SVA il y a les SAVS, les SAVS, SAMSA, mais encore une fois, vous voyez, ça, ce sont des services qui existent. Donc parfois, c'est effectivement renforcer ces services, parfois c'est surtout aussi, et c'est le propre des modèles en plateforme, ça veut dire finalement, on peut avoir un établissement, mais dans cet établissement, on pourrait imaginer qu'on corrèle tout un dispositif autour qui est des modalités en établissement, voilà, et puis des modalités en journée, puis des modalités hors les murs, des modalités qui peuvent s'incarner avec des équipes mobiles qui vont venir en appui dans le parcours des personnes, et avoir un modèle qui donc permet de proposer un certain nombre de typologies d'accompagnement, un certain nombre de prestations qui peuvent être en établissement comme adossé au droit commun. Et donc c'est vrai que si on avait un doux rêve, on pourrait se dire, tiens, nos EAM, NEM ou EAM, donc les foyers d'aujourd'hui, les maisons d'accueil spécialisées d'aujourd'hui, elles vont évoluer vers des modèles, et c'est pas un doux rêve maintenant, parce que c'est la loi, en 2030, on est tous invités au niveau des établissements et services médico-sociaux à fonctionner dans un modèle de plateforme. Et le modèle de plateforme, c'est ça, c'est de pouvoir avant tout évaluer le besoin de la personne en partant de ses aspirations, et de conduire le parcours en multipliant les possibles par des prestations qui vont jusqu'à l'appui au droit commun. Vous pouvez donner un exemple d'un parcours plateforme? Oui, on a depuis 2018 un appel à manifestation d'intérêt au sein de la Fondation Hélène Poidas, déposé un projet de plateforme. À l'époque, c'était des prémices de ces modèles-là. Aujourd'hui, comme je vous le dis, ça y est, la CNH, la Conférence nationale du handicap, invite l'ensemble du secteur à pouvoir faire évoluer son offre pour qu'en 2025-26, le secteur enfance puisse proposer ce modèle d'organisation, et en 2030, le modèle adulte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement une porte d'entrée avec de la coordination de parcours, c'est-à-dire des personnes qui sont formées, sensibilisées à des méthodes d'accompagnement qui visent avant tout à laisser une pleine écoute sur ce qui est important pour la personne, pour sa famille, et à partir de là, évaluer le besoin en partant de ce qui est important et en corrélant, encore une fois, les facteurs personnels et les facteurs environnementaux, et d'aller dessiner un plan d'accompagnement qui puisse être s'ancrer autour de prestations qui peuvent être au sein de cette plateforme, mais aussi de prestations qui peuvent être dans les environnements. Alors l'exemple, ça peut être l'enfant qui arrive, la famille souhaiterait que cet enfant puisse être scolarisé, et ça va être comment on va accompagner effectivement le projet de scolarisation de cet enfant avec nos partenaires de l'éducation nationale. Comment adapter sa scolarité, sa classe, son rythme. Peut-être comment faire que cet enfant puisse avoir des modalités qui parfois peuvent être intensives d'accompagnement tout en gardant la scolarité. Donc là, on a des nouveaux dispositifs qui ont été promus comme les dispositifs d'autorégulation. Ce sont des dispositifs qui permettent à un enfant d'évoluer dans sa classe ordinaire, mais de corréler effectivement des accompagnements médico-sociaux qui lui permettent d'avoir des développements de compétences dans le milieu ordinaire, dans sa classe, et qui lui permettent de pouvoir parfois avoir des espaces un peu
on va dire de retrait, enfin des espaces qui lui permettent, quand ça a besoin de travailler un aspect spécifique, va avoir une réponse médico-sociale dans ces moments-là, pour qu'elle puisse garder son parcours scolaire classique, mais en ayant toute la compétence médico-sociale pour lui adapter ses besoins spécifiques. Et si je comprends bien aussi, je dis, la plateforme, c'est le fait qu'à un moment, il n'y ait pas de rupture du passage d'enfant à adulte, c'est ça et aussi, c'est de pouvoir bénéficier, de la continuité. Par exemple, une personne qui est justement cet enfant qui est à l'école puisse bénéficier d'une prestation qui était aussi avant proposée en IME. Et avant, elle n'aurait pas eu la possibilité parce qu'elle aurait eu un accompagnement en CESAD ou en IME. Là, l'idée, c'est qu'il n'y a plus de CESAD et d'IME, il y a une plateforme qui a des modalités qui s'adaptent en fonction des besoins de la personne. Alors ça, c'est on va dire, c'est dans la théorie. Dans la pratique, il y a déjà travailler avec les professionnels sur de quoi on parle quand on parle d'autodétermination. Qu'est-ce que ça veut dire écouter véritablement les aspirations de la personne? Ensuite, c'est d'agir sur des compétences qui permettent de favoriser l'émergence donc de la capacité à la personne d'exprimer ce qui est important pour elle. C'est de faire évoluer donc les pratiques d'accompagnement dans ce sens. C'est derrière agir sur le modèle effectivement d'organisation. Alors le modèle d'organisation, c'est de l'ESMS, donc c'est nos modèles qu'on est amené à gérer, mais c'est aussi l'éducation nationale par exemple. Oui, du coup, allez-y. Oui. Et donc il faut convaincre. C'est là où il faut se dire, oui, encore une fois, on a les carcans administratifs. Oui, encore une fois, on a une série de freins qui fait que c'est pas toujours simple d'aller penser cela. Mais plus on va arriver à s'engager, plus on va arriver à parler vrai avec ce qui est important aussi pour nous professionnels. Moi, vous voyez, quand je me remets dans ce qui est important pour moi, dans mes valeurs, dans pourquoi j'ai fait ce job, etc., eh bien, ça me donne les capacités d'aller vendre. J'ai une ancienne collègue qui, si elle m'écoute, elle s'en rappellera, elle me parlait elle me disait, mais toi, tu es capable de vendre des frigos à des Esquimaux. Alors on se dit, mais de quoi on parle quand on se dit ça? Mais en vérité, c'est de se dire que quand on y croit, on peut aller amener les personnes et notamment nos décideurs à se dire ouvrons le possible pour y arriver. Donc finalement, il faut arrêter de voir ça comme une contrainte, mais plutôt ce que peut apporter aussi des enfants ou des adultes en situation de handicap, et c'est pas sous la menace de pénalité, par exemple dans le monde de l'entreprise, je pense à ça, des ESAT qui vont prendre des travailleurs handicapés parce que pénalité, non, il faut le voir de façon plus positive, comme ces enfants qui sont aussi dans ces classes. C'est vrai qu'on a des exemples, pour être concret, on a des exemples, je vous ai parlé de notre pôle ressources handicap, on a des exemples où les professionnels du médico-social qui ont permis l'adaptation de l'environnement. On a par exemple, animateurs du périscolaire qui ont appris à utiliser ce qu'on appelle des time timers, par exemple, donc des espèces d'horloges qui permettent d'aider l'enfant à se repérer dans le temps, et en fait qui ont adapté cela pour qu'on puisse accueillir l'enfant en situation de handicap, et d'un seul coup qui se sont dit « Waouh, mais c'est génial, ça a servi pour tous les enfants !» Et donc c'est aussi ça l'inclusion, et c'est ça qui est magique, c'est que la personne en situation de handicap et ses particularités et ses besoins vont permettre aussi de trouver des réponses pour l'ensemble des autres enfants. Et puis ces mêmes personnes, elles ont des qualités formidables en termes aussi de dimension empathique, en termes de joie de vivre aussi. Et ça nous permet de le vivre ensemble, il s'incarne là. Vous voyez. Et donc chaque personne a véritablement à apporter au monde. Et donc les personnes en situation de handicap, elles sont là pour aussi nous faire vibrer dans ce vivre ensemble. Merci, je dis c'est vrai. Alors vous utilisez beaucoup d'acronymes, j'espère que nos auditeurs comprendront. Mais non, parce que vous êtes... vous êtes dans le secteur... mince. Enfin voilà. J'espère que je ne vous ai pas perdu, ceux qui nous écoutaient en tout cas. Lorsque je vous ai eu au téléphone... pour préparer cet échange, vous m'avez indiqué que dans le secteur du handicap, donc, le besoin est distinct des attentes. Qu'est-ce que vous avez voulu me dire? Du coup, là, je me suis perdu dans mes notes. Ouais, mais je comprends. Et je risque d'en faire bondir plus d'un qui vont m'entendre. Donc, tranquille, tous ceux qui m'écoutent, on va se calmer sur le débat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bien souvent, dans notre secteur, vous avez parlé du projet individuel. Dans le projet individuel, on a les besoins de la personne. Et puis, ces besoins, on sépare bien souvent les attentes et les besoins. Moi, mon propos, c'est de dire, mais au fond, les besoins, c'est avant tout de partir des aspirations. Et bien souvent, quand on a formalisé des besoins dans notre secteur, c'est la parole du professionnel qui dit au regard de mon expertise, voilà ce que la personne a besoin. Je caricature un peu, donc
voilà, tous ceux qui m'écoutent, soyez indulgents, mais c'est juste pour faire comprendre qu'effectivement, pour moi, parler du besoin, c'est d'abord d'être certain d'avoir écouté ce qui est important pour la personne. Et donc ça veut dire comment je me positionne en tant que professionnel. Carl Rogers parlait de la non-directivité, de la dimension empathique, l'acceptation inconditionnelle de l'autre. Et donc là, c'est de se dire, qu'est-ce que ça veut dire dans notre secteur ? Ça veut dire installer les conditions pour que la personne puisse véritablement exprimer ce qui est important pour elle. Donc ça veut dire construire des modes de communication qui lui permettent de communiquer selon sa capacité. Ça veut dire agir avant tout pour qu'elle puisse pleinement s'exprimer. Et pour d'autres, ça veut dire lui ouvrir les possibles, comme je le disais dans l'exemple du logement. Et donc, le besoin, c'est d'avant tout être dans une pleine écoute et d'arriver, à partir de là, à dessiner avec la personne ce qu'elle pense être nécessaire pour qu'elle arrive à son rêve, pour qu'elle arrive à ce dont elle aspire dans ses habitudes de vie. Et du coup, les attentes ? Eh bien, pour moi, au fond, vous voyez, j'ai du mal à faire la différence. C'est-à-dire qu'en fait, le besoin, c'est avant tout les attentes et les aspirations qui dessinent effectivement avec la personne le besoin. Pour revenir à mon petit schéma de tout à l'heure là, sur la question des facteurs personnels, des facteurs environnementaux et des habitudes de vie, vous voyez, c'est d'agir d'abord sur la pleine écoute et les habitudes de vie, et hop, on va aller chercher avec la personne, et ou sa famille, etc., les dimensions des facteurs personnels qui lui permettraient d'accéder à ce qui est important pour elle en agissant également sur l'environnement. Alors par le passé, certainement encore aujourd'hui, moi qui aussi interviens fortement dans le recrutement dans le secteur, il était quand même fréquent de surprotéger, d'avoir une approche plutôt protectionniste des personnes en situation de handicap, c'est ça ? Oui, c'est tout ça. Oui. C'est tout ça. Et alors ça, c'est à tous les niveaux. C'est quand je suis accompagnant, mais c'est... attendez... Si on écoute tout, mais on part dans des trucs irréalistes, il n'y a plus de cadre, enfin vous voyez, on entend des choses comme ça. Donc là, c'est de rassurer avant tout les professionnels et de se donner aussi des méthodes qui permettent d'être véritablement dans cet accompagnement, à laisser la personne pouvoir s'exprimer. Et puis derrière, ça va être de se dire... tout cela est dans un processus et dans un cadre qui est sécurisé. C'est pas parce que la personne va pouvoir évoluer dans ce qui est important pour elle qu'elle se met en danger. La possibilité aussi de lui permettre l'expérience, c'est aussi de l'expérience accompagnée. Et donc du coup, dessiner avec elle le filet de sécurité qui lui permette de vivre sa vie, tout en ayant un environnement qui lui permette de trouver des réponses dans cette expérience. Et donc des réponses, ça peut être des réponses qui la protègent aussi, effectivement. Mais c'est avant tout de voir ce qui est important pour elle. Oui, et donc c'est ça, cette notion que vous utilisez beaucoup d'autodétermination. Voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est rendre autonome, en fait. C'est rendre autonome, tout simplement, et de partir véritablement dans ce qui est important pour la personne. Mais c'est pas possible dans une organisation collective, en établissement ? Si. On ne peut pas dire ça parce que là, déjà, sinon on va avoir plein de commentaires derrière et on va se faire lâcher parce que c'est un gros débat dans le... c'est un grand débat parce que évidemment on a quand même la dimension internationale qui invite la France à fermer cet établissement, etc. Donc il faut peut-être redéfinir ce qu'on entend par l'établissement, redéfinir par ce qu'on entend par l'institution. Si l'institution est là pour être une organisation qui accompagne le parcours de vie des personnes et qui permet dans des environnements qui favorisent les interactions, et donc effectivement en établissement, vivre avec d'autres personnes, c'est aussi ce qui permet à la personne d'avoir des interactions. Donc on ne peut pas se dire « oulala, le mode collectif est à proscrire ». Tant qu'il permet à la personne d'évoluer, tant qu'elle ne le subit pas, en fait le mot-clé c'est ça, c'est faire son choix, c'est de ne pas subir l'environnement dans lequel je vis au quotidien. Et dès lors qu'une personne le subit, ça veut dire qu'on doit pouvoir accompagner nos modèles à évoluer. Voilà. Donc c'est une posture un peu moins de sachant. Oui, c'est une position basse qui permet effectivement de se dire que on a une expertise, mais les familles et les personnes ont la leur. Et donc c'est à nous de la considérer et de faire en sorte qu'on dessine notre offre de service, nos accompagnements à partir de cette expertise qu'ils ont. Alors super, mais comment on accompagne les professionnels dans cette transformation justement ? Du coup, c'est déjà de reprendre le sens. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de se dire, je crois qu'il y a des éléments qui permettent de se dire, en fait,
accompagner, ça veut dire quoi ? Ce mot éduquer et l'éducation spécialisée, etc. De quoi on parle, hein ? Éduquer, c'est d'abord conduire vers. Et conduire vers, c'est comment on accompagne une personne dans un chemin qui doit être le sien. Et donc, pour moi, c'est d'abord agir sur le sens avec les professionnels. Et puis, agir sur le sens, c'est donc tout l'enjeu des managers. C'est de remettre le sens de ce métier, de le travailler avec les personnes, et puis aller chercher aussi des ressources extérieures, en France comme à l'international. Ça va être donc de former. Former les professionnels. Former les professionnels, c'est former sur les pratiques d'accompagnement, mais c'est aussi former nos professionnels de l'encadrement, donc les managers, autour de manager aujourd'hui dans ces mouvements de transformation. Ça veut dire quoi ? À la Fondation Hélène Poidatz, en partenariat avec notre DRH, avec notre directrice des établissements centres et services et tout le comité de direction générale, on a souhaité véritablement avoir un projet managérial qui emmène l'ensemble de nos directions et cadres et encadrants de proximité, coordinateurs de services, coordonnateurs de parcours, dans le développement de compétences sur le volet managérial. Hein, donc c'est effectivement des outils aussi qui permettent aux professionnels d'être accompagnés dans ces évolutions. Donc le sens, la formation continue et puis le management. Oui, alors c'est vrai qu'il me semble, comme vous l'avez dit, crucial d'offrir un soutien individualisé aussi. Oui. C'est l'individu pour le collectif et pas le collectif pour l'individu en management, à travers peut-être effectivement aussi des séances de coaching, de mentorat ou d'analyse de pratique. De co-développement. Pour aider les professionnels à intégrer ces changements dans leur pratique quotidienne, et c'est aussi effectivement encourager une culture organisationnelle qui favorise l'adaptabilité en fait. Oui, on parle d'une organisation apprenante à la Fondation, enfin il n'y a pas qu'à la Fondation, mais là on souhaite effectivement véritablement l'incarner pour que nos pratiques favorisent l'expérience de tout à chacun. L'expérience, le droit à l'expérimentation, c'est aussi, comme le dit souvent notre directeur général, le droit à l'erreur. Voilà, c'est expérimenter, s'expérimenter, c'est avant tout vivre, et dans la vie, on s'ajuste. Et c'est comme ça qu'on acquiert confiance en soi. C'est ce que je dis à certains, c'est essaye-toi, si tu tombes, c'est pas grave, relève-toi et on continue. On continue. Vous avez lancé avec la Fondation et l'URIOPS Île-de-France le projet Émaré, équipe mobile d'appui à la réflexion éthique. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, alors effectivement, on l'a lancé au niveau de la Fondation Hélène Poidatz. Alors l'URIOPS, on ne l'a pas lancé ensemble, mais l'URIOPS a permis d'être un catalyseur une communication en tout cas de ce projet-là et à valoriser ce projet par une remise d'un prix particulier, effectivement. Alors cette équipe mobile d'appui à la réflexion éthique, qui s'appelle donc Émaré, a pour objectif de permettre à la Fondation d'avoir une instance qui favorise la réflexion éthique. Alors, on a voulu que cette instance, elle puisse être la plus agile possible et qu'elle puisse réunir les experts véritablement de cette réflexion. Et qui sont les premiers experts ? Eh bien, ça va être ceux qui accompagnent les personnes au quotidien, qui vont être appuyés par un animateur externe spécialisé en éthique clinique, un philosophe, un juriste aussi externe, et ensuite tout le panel des professionnels. Donc on a des accompagnants à la vie quotidienne, on a des éducateurs, nous avons des psychomotes, ergo, un médecin, un représentant de la direction générale et une directrice d'établissement. Et donc cette équipe mobile, elle a pour objet d'accueillir des saisines qui peuvent venir de tous les établissements et services de la Fondation, des saisines sur des situations bien particulières et bien précises. Et on va réfléchir avec ce collectif à une réponse en croisant les regards. Et la particularité d'Émaré, c'est que cette équipe, il y a les experts professionnels, mais il y a les experts d'usage, les experts des personnes concernées. Donc on a des pairs aidants externes, mais on a aussi et surtout des personnes qui sont accompagnées dans nos établissements et services. Et donc on réfléchit avec elles autour de la réponse qui pourrait être une réponse qui éclaire l'équipe ou la famille ou la personne concernée qui nous a saisis autour d'une situation particulièrement qui met en tension la morale, des valeurs et pour lesquelles la loi n'a pas de réponse. Et donc du coup on réfléchit avec tout ce petit monde autour de la réponse qui pourrait être une réponse éclairée et qui est ouverte. Donc c'est pas une injonction. La réponse n'est jamais une injonction, mais la réponse va être un éclairage, un avis,
Voilà. Et ça, on ne peut pas y participer. Par exemple, je ne peux pas y participer. Alors, venir écouter aussi. Alors, on a eu l'UNIOPS qui est venu pour faire un petit reportage quand même sur cela. Donc, tout peut se négocier. On est ouvert. Il faut l'ouvrir, c'est hyper innovant. Comme on est une équipe mobile et qui se déplace dans les établissements qui nous ont saisis pour réfléchir avec les personnes autour de la situation, on est ouvert. Et comme à la Fondation Hélène Ponatz, on est ouvert à tous et à tous nos partenaires. Donc, vous serez toujours les bienvenus pour voir. Maintenant, c'est vrai que quand on a présenté ce projet, on a plein de partenaires, de collègues, etc., d'autres organisations qui ont dit « mais vous pourriez venir », etc. Bon, pour l'instant, on vient de la lancer. Donc, comme tout projet, il faut qu'on se consolide, qu'on s'expérimente, qu'on se règle. Et ça peut prendre 1 an, 2 ans. Mais c'est vrai que ce projet, il pourrait aussi s'ouvrir à d'autres, effectivement. Alors, ça me fait plaisir. Je rebondis sur le mot que vous avez utilisé. On voit vraiment l'innovation quand même au sein de votre fondation. Vous avez parlé de pérédance. Oui. Est-ce que vous pouvez en parler? Mais c'est la pérédance. Alors, c'est un mouvement. D'ailleurs, dans le 77, on y travaille avec un collectif qui est en place depuis des années, en fait, autour de considérer effectivement les personnes qui ont une expérience d'usage, des personnes qui sont concernées, qui ont leur propre savoir expérientiel et qui souhaitent le partager à d'autres pour conseiller, pour être auprès d'eux et accompagner aussi les personnes dans ce parcours de vie qui peut être un parcours avec effectivement des particularités et donc c'est de pouvoir que ces pères aidants donnent le possible aussi, en se disant moi je suis passé par là ou je suis concerné par, mais voilà ce qui est possible, voilà quel professionnel j'ai pu mobiliser, quel service tu peux mobiliser, etc., etc. Et donc ce sont des véritables accompagnants de la vie des personnes. En France et dans notre organisation, on est au bal du ciment en réalité de cela. Alors il y a des organisations qui ont beaucoup avancé là-dessus et on souhaite, nous au niveau d'Hélène Ponatz, continuer à avancer sur ce phénomène-là. C'est pas un phénomène d'ailleurs, mais sur ce mouvement et sur la valorisation de ces personnes qui ont une formation parfois de pérédance, qui ont pu se professionnaliser et qui vont pouvoir nous aider aussi du coup à embrayer dans ce mouvement et à laisser la place véritablement aux personnes concernées pour faire évoluer nos pratiques, pour faire évoluer aussi notre offre. C'est vrai que la pérédance, ça vient des États-Unis, il me semble. Oui. C'est des mouvements d'anciens patients alcooliques qui se retrouvaient sur un échange. C'est vrai que dans le sanitaire, ça s'est beaucoup développé, notamment en psychiatrie et puis aussi dans la dictologie, vous avez raison. Là, ça se développe dans le champ du handicap sur effectivement des pères aidants qui Et j'invite à nos auditeurs et à vous-même, peut-être, si vous ne le savez pas, il y a le think tank dont je fais partie, Cercle Vulnérabilité et Société. Ils ont beaucoup travaillé sur la pérédance et l'idée, ce serait de le développer aussi dans le monde de l'entreprise, en fait, en termes de management. Voilà, donc c'était intéressant que vous nous fassiez aussi un focus dessus dans le médico-social. Bon, on appelle Sarah, notre DRH. On va rebondir Sarah, tout de suite là-dessus. Sarah qui nous écoute, pérédance. Alors, dans le cadre de la diversification, on arrive à la fin, mais dans le cadre de la diversification de l'offre, on a parlé effectivement des appartements, de l'inclusion, de la notion de plateforme. Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Sur les évolutions, pardon. Oui, dans la diversification de l'offre. C'est ça en fait. Mais oui, comme je le dis depuis le début, on parle d'ouvrir les possibles. En vrai, oui, il y a ces modèles avec de plus en plus de repères sur la plateforme. D'ailleurs, l'ARS Île-de-France a travaillé sur une forme de cahier des charges, commence à formaliser aussi ce qu'on entend par plateforme. On n'a pas encore d'autorisation qui nous définisse véritablement ce cadre, mais on commence à avoir de vrais repères. Mais au fond, tout cela, c'est devenu par des besoins qu'on a su entendre, des aspirations qu'on a su entendre, des freins qu'on a su repérer, et donc des modèles qu'on a su faire évoluer. Et donc, en fait, il y a autant de modèles que de parcours possibles. Donc, j'allais dire, oui, il y a des dispositifs, il y a des plateformes, mais il y a plein d'autres offres qui sont à développer ou à faire évoluer parce qu'on parle des personnes avant tout. Alors, je dis, est-ce que ces modèles peuvent être aussi en fonction d'une dimension territoriale, d'une réalité locale ? Est-ce que d'un départ d'une région à l'autre, on n'est pas sur les mêmes Oui, alors c'est vrai que
la dimension territoriale, elle est extrêmement importante sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est qu'on parle des personnes. La personne, elle vit dans son environnement, elle vit dans, on parlait de ses habitudes de vie, donc elle vit à côté de la boulangerie du coin, à côté de l'école, à côté de tout un écosystème. Et donc, le territoire, c'est avant tout d'être au plus proche des bassins de vie des personnes, pour qu'on puisse effectivement travailler autour de ce bassin de vie avec les personnes et avec l'environnement. Donc c'est vrai que cette notion de territoire, elle est indispensable pour être dans cette approche d'écosystème. Ensuite, elle est importante aussi parce que plus on va circonscrire le territoire, plus on va repérer les partenaires du droit commun, mais également des partenaires du droit spécifique, de l'accès aux soins, des partenaires de tout un environnement, de toutes les thématiques que gravitent autour d'une personne, et elle va donc favoriser les liens de collaboration. Elle permet aussi, ce territoire, et on l'a vu en Seine-et-Marne, on a travaillé sur ce qu'on appelle les zones d'intervention prioritaire, et donc ça, c'est de corréler nos projets de transformation en plateforme à des zones où on identifie une responsabilité dans la coordination de parcours des personnes. Et donc on travaille avec nos autres partenaires du médico-social à justement se dessiner ces territoires pour que ça soit très clairement lisible pour la MDPH, pour les personnes concernées, leurs familles, pour qu'ils n'aient pas 36 000 portes à ouvrir, mais avoir une porte qui permettrait de pouvoir ouvrir, et ensuite c'est tout un trousseau de clés qu'on a à donner à la personne pour pouvoir évoluer par rapport à sa vie, quoi, hein. Très bien. Alors, en conclusion de nos échanges, et je vais essayer d'en faire le résumé avec votre aide jeudi, dans la transformation de l'offre, il est essentiel d'encourager l'autonomie et l'autodétermination des personnes en situation de handicap, de soutenir leur participation active dans la société, de former les professionnels permettant de répondre aux besoins changeants et de favoriser des formes d'accueil plus inclusives tout en tenant compte des particularités locales et territoriales. Tout à fait, c'est ça. Alors des formes d'accueil ou des formes d'accompagnement, parce qu'on n'est pas que dans de l'accueil, on peut être vraiment à côté de la personne, hein. Très bien. Et donc ça veut dire, en termes d'étapes, c'est ce que vous m'aviez dit. 1. Autodétermination, autonomie. 2. Comment on accompagne les professionnels dans leur pratique. 3. Comment on va diversifier notre offre. Et puis 4. La dimension territoriale. C'est bien ça, c'est ça votre cheminement. Oui, c'est tout à fait ça. Quand on parle de diversification de l'offre, on parle aussi vraiment de modèle d'organisation, hein, très ouvert. Donc c'est aussi agir sur le modèle en lui-même. Donc c'est aussi agir sur le management, c'est agir sur la structure, c'est agir sur l'administratif, c'est agir sur les pratiques d'accompagnement, et c'est agir sur des prestations, effectivement. Voilà, donc pourquoi la première pierre, juste pour finir, quand on parle d'autodétermination, on parle avant tout du sens de notre métier. Et le sens de notre métier, c'est de pouvoir faire qu'une personne puisse décider de tous les axes de sa vie. Et ça, je crois que quand on est soignant, quand on est accompagnant, quand on est professionnel de ce secteur, on est là avant tout pour les personnes. Et donc, si on se recentre sur notre cœur de métier, tout le reste n'est qu'un moyen pour permettre aux personnes d'évoluer. Ça veut dire que dans le management, on rappelle la cause, enfin, pourquoi on est là. Pourquoi on est là. Voilà, le sens, la raison d'être de nos organisations, de nos pratiques, de nous, professionnels. Et c'est le moteur de notre action. Je crois que ça, c'est à tous les niveaux. Moi, ça l'a été quand j'étais éducateur spécialisé, ça l'a été quand j'étais responsable, ça l'a été quand j'étais directeur multisite. Et quand je suis là au sein d'une direction générale, c'est ce qui me remet dans la motivation, dans le sens et le pourquoi on est là. Alors, on arrive à la fin. Comment vous sentez-vous après cette discussion d'une heure ? Ah, ça fait 1 heure déjà ? Oui, ben oui. Oh là là, mais mes collègues me disent que je suis bavard, mais c'est vrai, je m'en suis pas aperçu. Je me sens nettement mieux qu'au démarrage, parce que devant un micro, j'étais pas très à l'aise, mais je vous remercie parce que les questions me permettent de recentrer sur la réflexion. Et j'espère que tout le monde sera indulgent, parce que je sais bien qu'il y a des sujets qui peuvent amener à beaucoup d'autres échanges et à réflexion, bien sûr, à développer davantage. Et à développer, parce que... Voilà, mais l'idée, c'était pas ça. L'idée, c'était d'apporter une ouverture, une réflexion à chacun qui pourra nous écouter. Et je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de partager vos idées, votre expertise avec nous aujourd'hui.
Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. À nos auditeurs, nous vous adressons nos chaleureux vœux pour cette période festive. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le moi savoir en appuyant sur les 5 étoiles tout en me laissant un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Vos retours sont précieux et aideront à développer la notoriété de nos projets. Je vous dis à très bientôt et de très belles fêtes. Soyez certains que je suis fier de porter vos métiers.